Madame la sous-préfète, Monsieur le Président du département, cher Jean, Madame la conseillère départementale, chère Carmen, Monsieur le Président d'HBA, Michel Mourleva, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames, Messieurs les représentants du monde académique, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis ravi de prendre la parole ce soir après cette journée intense. Je voudrais remercier toutes les entreprises qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui pour présenter leur savoir-faire. J'en suis d'ailleurs très reconnaissant, car je sais que beaucoup d'entre vous sont obligés de garder la confidentialité de vos locaux. Dans tous les cas, de nombreux secteurs ont été présentés. L'automobile, l'emballage, les transports, le recyclage, la filière bois, la cosmétique, par des entreprises qui sont des pointures dans leur domaine et qui font la fierté de notre territoire. Toutes ces sociétés nous ont permis de comprendre leur secteur d'activité, mais surtout de nous interroger sur des solutions durables permettant de respecter l'environnement. Car vous l'avez compris, cette problématique environnementale, ces notions d'économie circulaire et d'écologie sont au cœur de notre salon. Rappelons-nous qu'il y a seulement quelques mois, les feux de forêt étaient au bord du Haut-Bugey à cause d'une sécheresse exceptionnelle et qu'ils ont décimé de nombreux hectares de forêt chez nos voisins jurassiens, mais aussi dans toute la France. J'en profite d'ailleurs pour remercier les sapeurs-pompiers d'Oyonnax ayant été mobilisés pour se battre face à ce fléau tout l'été. Il est donc urgent d'agir et qu'Haut-Bugey doit justement permettre de le faire et de renforcer une dynamique déjà présente sur tout notre territoire afin de limiter la consommation de nos ressources et d'éviter la production de déchets pour respecter l'environnement. Nous avons ici, dans le Haut-Bugey, des savoir-faire uniques au monde, des ingénieurs de haut niveau, de la matière grise qui ne demandent qu'à travailler en coopération pour continuer d'innover. C'est pour cela que nous tenions à mettre en place ces circuits de visite, mais aussi ces nombreuses conférences. Nous avons pu échanger sur de nombreux projets, dont la présentation en détail de la Cité des plastiques de demain, projet phare de Haut-Bugey Agglomération visant à créer 3 bâtiments. Le premier sera un bâtiment tertiaire à usage de locaux pour les acteurs de la plasturgie du territoire, avec une partie pépinière d'entreprise et une autre haute entreprise de compétences permettant de travailler en synergie sur de nombreux sujets vitaux pour notre territoire. En particulier pour monter en puissance sur celui de l'économie circulaire qui nous tient énormément à cœur. Ce projet est en très bonne voie et permettra d'acter concrètement tous les échanges que nous avons aujourd'hui. Au final, la Cité des plastiques de demain a déjà commencé à travers Éco-Bugey. Évidemment, à travers vos visites, vous avez pu découvrir les paysages du Haut-Bugey, toujours aussi grandioses, qui offrent un cadre de vie privilégié quand on vient ici, soit on y reste, soit on y retourne. Notre territoire regorge de forces vives et de qualité, et j'espère que ce salon vous permettra à tous de les découvrir. J'aimerais souligner également une action très importante qui a eu lieu aujourd'hui, le job dating de l'APEC. En effet, nous sommes dans une crise de main-d'œuvre qui touche tous les secteurs. Il est maintenant extrêmement difficile de recruter, mais aussi de conserver ceux que l'on arrive à employer. Je salue donc particulièrement cette action qui, je l'espère, aura permis à nos entreprises de trouver actuellement présentes sur le site de l'INSA Oyonnax. De nombreux industriels sont d'ailleurs très investis dans ce combat que nous menons avec la première vice-présidente de la région, Stéphanie Pernaut, le président du département, M. Jean Deguerry, le sénateur Patrick Chaise et moi-même. Les négociations continuent, nous espérons aboutir à une offre qui correspondra à notre territoire et à vos besoins. Aussi, j'espère vous voir nombreux demain pour les 2 tables rondes permettant d'évoquer la mise en place de l'économie circulaire et parler de l'économie de demain dans un esprit de prospective qu'il nous faut avoir pour anticiper et continuer d'être à la pointe de l'innovation. Je ne serai pas plus long, je vous remercie de votre attention et je suis très heureux d'aller écouter en votre compagnie notre ami Pierre Gattaz, présent à Oyonnax ce soir, et puis qu'on applaudit. Merci Pierre d'être là.
preuve s'il en faut de notre dynamisme et notre attractivité. Merci à tous, bonne soirée et vive Yamyata. Merci Michel, en tout cas, pour avoir commenté cette journée qui était dense et importante. Madame la sous-préfète, Monsieur le Président du département, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes représentant le monde économique, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Quel plaisir de se retrouver ici à Valexpo pour ce forum éco-budget organisé par HBA et ses partenaires. Après 2 années malheureuses, du fait de la crise sanitaire, où les rencontres, les salons ont été réduits au strict minimum, voire même annulés, nous nous retrouvons pour cet événement économique axé autour d'une thématique primordiale, l'économie circulaire. C'est donc en tant que président d'OBG Agglomération que je m'exprime devant vous, pour qu'ensemble, nous regardions devant. Oui, regardons devant. Imaginons l'avenir ensemble, dans la poursuite de ce qui marche, dans la poursuite des grands projets d'avenir, dans la poursuite du dialogue si important que nous avons avec l'ensemble des acteurs du territoire, et vous, les acteurs économiques qui êtes les premiers concernés. Cette poursuite est essentielle pour nos territoires. C'est d'ailleurs pour cela que les conseillers communautaires ont réélu les mêmes vice-présidents aux mêmes fonctions. Michel Perrault, au développement économique, Sylvie Comusy, j'ai vu ce soir qui est souffrante, en charge de la transition écologique et de l'économie circulaire, Lucien Maire, qui est présent ce soir pour la filière bois. Vice-présidence avec qui vous, acteurs économiques, avez un lien direct. Le OBGS à Plastic Valley forme le premier acteur national pour la production de produits en matière plastique. Premier pôle européen pour la plasturgie, elle est composite. 3700 acteurs industriels, 29 000 salariés, soit 18% des effectifs nationaux, générant plus de 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Notre territoire est riche de ces entreprises. Le OBG rime avec économie, avec industrie. Et sachez qu'en tant que président, je ferai tout pour renforcer ce lien entre notre agglomération et vous, les acteurs économiques qui sont présents ce soir. Ce projet de mandat sera réceptionné fin 2024. Alors, si tout va bien, parce qu'aujourd'hui on n'est plus sûr des délais qui peuvent nous être imposés. Et c'est avec plaisir que nous porterons toutes et tous son ouverture. Je le disais précédemment, mais l'éco-responsabilité et l'économie circulaire, j'en suis persuadé, seront les réponses au plastic bashing ambiant. L'économie circulaire vise un changement de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire, soit extraire, fabriquer, consommer, jeter. Elle propose de limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits, de les soutenir et de les accompagner. C'est aussi ce que nous avons voulu à l'occasion de cet événement. Je tiens à remercier évidemment les nombreuses entreprises qui ont ouvert leurs portes pour les visites thématiques. Comme vous, je reste persuadé que lorsque l'industrie s'ouvre, que lorsque l'industrie fait découvrir ses métiers, ses projets, ses process, c'est toute l'industrie qui gagne. Je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits pour découvrir ce que sont nos entreprises dans le budget. Le haut budget, nous le voyons durant ces 2 jours, c'est aussi le territoire où la filière bois constitue un socle solide dans notre économie. Face aux enjeux, cette filière et ses acteurs apportent une solution pérenne, locale, et tournée aussi vers l'innovation. Aujourd'hui, lorsqu'un élève sort de l'école technique du bois ou de la MFR, il y a à coup sûr 7 ou 8 propositions de poste. Nous le voyons, c'est un secteur d'avenir, un secteur sur lequel nous comptons aussi beaucoup, qui, grâce à leur travail, leur engagement, leur volonté de co-construire cet événement, nous ont aidés à façonner ce beau forum. Je pense évidemment à la LPV et à son président, que je salue, à Polyméris et à son président Joël Viry et Bolivia, via son représentant Yvan Riva, dont nous avons entendu tout à l'heure. Je n'oublie pas non plus nos partenaires de la filière bois, le pôle de compétitivité Xylo Futur, tout comme Fibois 01 et son président Norbert L'Héritier. Merci aussi à nos partenaires financiers, comme le département de l'Ain et son président Jean Deguerry. Merci aussi à EDF, la CCI de l'Ain, le Crédit Agricole, à la Caisse d'épargne, le MEDEF
IPC pour leur présence et leur soutien si précieux sur notre territoire. Tous ensemble, nous proposons un bel événement. Un événement au cœur des préoccupations de terrain. Un événement qui fera mûrir de beaux projets dans le mythe national et européen, à exercer de nombreuses fonctions de premier rang, porter la voix des entreprises au plus haut. Président du MEDEF de 2013 à 2018 et jusqu'à juillet 2022, président de Business Europe, Pierre Gattaz nous fait l'honneur et la joie d'être parmi nous. C'est un réel plaisir que de vous accueillir dans notre haut budget, territoire que vous avez déjà sillonné durant votre présidence au MEDEF en 2016. Chers acteurs économiques, mesdames, messieurs, je tiens également à vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir, comme tout au long de la journée. Sans vous, sans votre engagement sur et pour le territoire, cet événement n'aurait pas la même portée. Alors, un grand merci là. Merci. Merci Michel Mourleva, président de Haut Budget Agglomération. Merci, entièrement attaché à ce territoire, le Haut Budget, passionné et toujours là, le président du conseil départemental de l'Ain, M. Jean de Guéry. Merci d'applaudir très chaleureusement. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci mon cher Frédéric pour ton accueil. C'est vraiment un plaisir de te retrouver. Partagez là. Après, oui, ça fait bien 4 ans, c'est ça, tu avais raison, la dernière édition auquel monsieur le maire et vice-président de l'agglomération en charge de l'économie, Michel Perrault, a le secret pour organiser ces salons et donc celui-ci est le premier que nous avions fait ensemble également. C'est un plaisir de te retrouver. Madame la conseillère départementale, je sais que où elle est, mais elle est pas loin. Ah, elle est là. J'ai oublié Madame la sous-préfète, pardon. Bienvenue ici à Oyonnax. Je voudrais saluer bien sûr le président de Haut Budget Agglomération, monsieur le président directeur de Radial, cher Pierre Gattaz. C'est vraiment un honneur de vous recevoir dans l'Ain, qui plus est dans le Haut Budget. Recevoir vous qui avez été le patron des patrons de France. Je sais que vous connaissez le secteur, puisque vous avez déjà été invité par celui qui a été aussi le patron du MEDEF de l'Ain, Alain Palis, que vous connaissez bien, qui est ici. En tout cas, c'est vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir et on est pressé de vous entendre, comme l'a dit le maire de Oyonnax tout à l'heure, et de comprendre avec vous votre vision sur l'économie circulaire. Ça va être très important pour nos acteurs économiques locaux. Saluer bien sûr le président des acteurs économiques de la Plastic Valley, cher Alexandre, messieurs les présidents de Fibois et de Polyméris, monsieur le directeur de Xylo Futur, représentant de Polyvia également. Je ne sais pas s'il y a les représentants des chambres consulaires, mais en tout cas tous les chefs d'entreprise qui sont ici et tous les amis qui sont là, bien évidemment, et l'ensemble des élus également. Alors, comme le dit le bandeau qui est devant moi, quelles économies pour demain? Vaste programme. Sans doute le dois-je à mon rôle de responsable politique, et peut-être même aussi à ma nature qui est optimiste, mais dans cet intitulé, il y a un mot particulier qui attire mon attention et qui saute aux yeux, demain. Et lorsque je lis ce mot, eh bien, je ne peux m'empêcher de penser à cette expression qui a émergé dernièrement et qui nous oblige en tant que société. Celle du monde d'après. Après les crises successives, après les moments de doute, après les remises en question, que reste-t-il? Eh bien, ce monde d'après, c'est à nous de le façonner. Permettez-moi de convoquer les mots de Peter Drucker, enseignant-chercheur autrichien en management des entreprises. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et ce monde d'après, c'est celui qui doit permettre des manières de produire et de consommer plus vertueuses, plus respectueuses des hommes et des femmes qui produisent et qui consomment, mais également plus respectueuses de l'environnement. Il doit aussi être porteur de promesses, d'innovation, et permettre de fournir la richesse nécessaire au développement et à la croissance. Alors, pour qu'advienne ce monde d'après, nous devons le façonner. S'agissant de l'économie, et pour le président de département que je suis, cela signifie participer autant que possible à favoriser, réunir, développer les conditions nécessaires pour que l'économie s'épanouisse pleinement, soit productive et bien entendu pérenne. Cependant, nous intéresser à l'économie de demain suppose un préalable. Avoir un regard lucide sur l'économie d'aujourd'hui. Ici, dans ce territoire industriel et innovant, où sont implantées 3700 entreprises, générant plus de 29 000 emplois,
je peux affirmer que l'économie indinoise se porte bien. Oui, dans ce lieu que l'on nomme la Plastic Valley, la plus importante concentration de savoir-faire en matière plasturgique de toute l'Europe, nous pouvons dire collectivement que l'Ain est dynamique et rayonne par son activité de France. Nous possédons également la 6e plus forte balance commerciale au niveau national. Fort de 377 zones d'activité, 116 pôles commerciaux, oui, l'Ain est une terre où l'on produit, où l'on innove, où l'on crée de la richesse et d'où l'on rayonne vers l'étranger. Et l'économie d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus l'économie d'hier. Désormais, la mobilité est recherchée pour elle-même. Les jeunes bougent, changent de lieu et de métier plusieurs fois au cours d'une carrière, et ce qui nous force à ne plus réfléchir simplement en termes de contrat ou de CDI. Je suis partisan du mode projet. C'est en offrant des objectifs clairs, une vision, des missions valorisantes que le sentiment d'utilité et donc d'attractivité et de fidélité se développe. Par ailleurs, si les savoir-faire historiques sont notre héritage et que nous devons les maintenir, il convient également d'innover, de chercher sans cesse de nouvelles façons de faire, de produire, d'imaginer, de créer. La modernité est là. Nous la regardons avec lucidité et sérénité, car dans l'Ain, nous savons innover, et de nombreux chefs d'entreprise ici présents. De même, depuis 2017, le département a largement contribué à la création, l'aménagement ou l'extension de 13 zones d'activité. C'est énorme. Et enfin, j'ai créé en 2019 le label Origine-Ain. Ce label qui a pour but de créer des liens entre les entreprises indinoises et leurs entrepreneurs, de favoriser les circuits courts, mais aussi de mettre en avant vos savoir-faire industriels et artisanaux, et enfin, de donner un sentiment de fierté, d'appartenance et d'identité à vos salariés. À l'heure où je vous parle, 3 ans après, 330 entreprises sont labellisées Origine-Ain. Ici, dans le Haut-Buzet, je disais 3700 entreprises, dont 110 de la filière bois génèrent 1300 emplois. Je tiens à insister sur ce point, car comme vous le savez peut-être, la préservation de nos ressources naturelles, et notamment les ressources en bois et hydriques, sont une de mes priorités de mandat au département. Préservation des ressources et production de richesses peuvent faire symbiose, c'est ma conviction. Pour cela, le département est fier d'agir et d'influer pour redonner le dynamisme attendu par une filière indinoise qui compte déjà des scieries d'exception, mais aussi une école du bois qui n'est plus à présenter. Dans le Haut-Buzet toujours. Vous le savez, je suis un opposant et je le resterai décidé, déterminé au plastic bashing. De nombreuses entreprises indinoises ont privilégié depuis bien longtemps la voie du plastique durable et réutilisable. Ici, on fabrique du plastique qui sauve des vies. Ici, on fabrique du plastique qui allège le poids des avions et des voitures pour moins consommer. Et mon rôle de président est de le faire savoir autant que possible. D'ailleurs, je m'y suis employé lors d'une conférence de presse à Paris, il y a un mois, pour valoriser ce salon sur lequel nous nous trouvons. Enfin, la question de l'économie de demain invite à s'interroger sur la notion d'indépendance et de local. Oui, nous devons être compétitifs, rayonner dans le monde entier, soutenir nos fleurons. Et ça, l'Ain sait le faire. Mais nous devons aussi nous tourner vers nous-mêmes. La production et la consommation locale sont indéniablement affirmer la position de notre département comme collectivité motrice pour soutenir la création de richesses. Car par ce biais seulement, c'est l'emploi, la solidarité, la prospérité qui sont rendus possibles. Et le mot de Guizot ne me fait pas peur. Sa formule « enrichissez-vous » n'est pas à décrier. Parce que sans richesse sur nos territoires, nous ne pourrions pas accomplir de formidables aménagements que le département accomplit ou d'autres collectivités font. Je sais aussi qu'il n'est de richesse que d'hommes, et je tiens à rendre hommage aux entrepreneurs indinois, et plus précisément aux Indinois, qui chaque jour ont le courage d'entreprendre. Permettez-moi aussi de rendre hommage à ceux qui, par leur travail de salariés, font la fierté des savoir-faire indinois. C'est l'entreprise
qui relèvera la France. Et c'est l'entreprise qui seule contribuera vraiment et durablement à la résorption de la fracture sociale. Je vous remercie. Passionné, passionnant comme toujours, Jean de Méry. Merci, Monsieur le Président de Nantes. Daniel Balu, merci d'être avec nous. On vous applaudit. Venez nous rejoindre. Merci. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire d'Oyonnax, Monsieur le Président du Haut-Budget Agglomération, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et des filières du territoire du Haut-Budget, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette première édition d'Éco-Budget dédiée à l'attractivité économique du territoire. Le monde économique indinois s'intéresse de près aux questions de l'innovation, de la formation et de l'économie circulaire. C'est le thème de cette première édition et je trouve cela très positif. Ce département est reconnu pour la diversité de ses secteurs industriels et aussi pour ses filières d'excellence, la plasturgie, l'agroalimentaire, la métallurgie ou encore l'aérolique. La crise actuelle de l'énergie et la lutte contre les effets du changement climatique nous invitent à réfléchir collectivement à l'industrie de demain. Comme s'y est engagée ici la filière plasturgie et composite à travers la poursuite de la décarbonation de la filière et l'intégration des principes de l'économie circulaire et du développement durable. Face à la crise énergétique, je souhaitais rappeler que le gouvernement agit à plusieurs niveaux et je voudrais ici citer spécifiquement. D'abord, les mesures prises pour protéger le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation via le bouclier tarifaire pour limiter la hausse du prix de l'énergie et la remise de 30 centimes par litre de carburant, remise qui bénéficie également aux entreprises. Au niveau européen, les ministres de l'énergie de l'Union européenne travaillent à la révision des modalités de fixation du prix de l'électricité et au plafonnement du prix du gaz. Au niveau national, un bouclier tarifaire pour les entreprises de moins de 10 salariés maintenu en 2023. La hausse des prix du gaz et de l'électricité sera ainsi limitée à 15% en janvier 2023 pour le gaz et en février 2023 pour l'électricité. Pour toutes les entreprises, un guichet unique doté de 3 milliards d'euros, d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz. Les critères pour l'électricité ont été précisés fin octobre et pour le gaz d'ici fin novembre 2022. La mesure sera maintenue en 2023 et une simplification du dispositif entrera en vigueur dès la fin du mois de novembre 2022. D'énergie et enfin, la publication par la Commission de régulation de l'énergie d'un prix de référence pour l'électricité pour plusieurs profils de consommateurs professionnels pour permettre aux entreprises d'avoir un étalon avant de s'engager contractuellement avec un fournisseur. J'ai été un peu longue sur le sujet de l'énergie, mais je tenais à vous assurer de la mobilisation du gouvernement sur tous les volets de cette crise énergétique. Plus largement, plusieurs grands dispositifs sont mis en place pour permettre la reconquête de notre souveraineté nationale et l'accompagnement dans la transition écologique. Les objectifs du plan France Relance traduisaient déjà cette volonté. Le plan France 2030, doté de 57 milliards d'euros, vise à soutenir dans des secteurs stratégiques des acteurs émergents et innovants, même de petite ou de moyenne taille. 50% des crédits doivent leur revenir. Implication dans ce forum au budget. Notre invité exceptionnel, invité de marque, on en parlait il y a quelques secondes, c'est un adepte, vous le savez peut-être pas, des ascensions. Il a gravi le Mont Blanc il y a 10 ans. Et on peut dire qu'il a atteint des sommets en étant successivement, vous le savez, patron des entrepreneurs de France avec le MEDEF, puis à l'échelle européenne, même élargie, avec Business Europe. Et pourtant, c'est un homme de terrain, qui est simple, jamais hors sol, terre à terre, toujours proche de ses équipes dans les usines de l'entreprise familiale Radial. Il est passionné de minéralogie depuis l'enfance et il s'est lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale au château de Salles en Provence, on en parlera. C'est un lieu d'accueil, de partage autour de l'humain, de la protection de la planète, des savoir-faire ancestraux et de l'économie de demain. Et il est avec nous en toute proximité. Merci de l'applaudir comme il se doit, Monsieur Pierre Gattaz. Pierre Gattaz. Bonsoir Pierre Gattaz, bonsoir cher Pierre.
Frédéric, merci d'être avec nous. C'est un privilège de vous avoir en notre compagnie aujourd'hui, Pierre, à l'occasion de ce salon non moins exceptionnel pour la région, le département et même la France. Qu'est-ce que vous faites comme état des lieux de la France? J'ai envie de dire, où en est-on à la fois des réformes par rapport à ce contexte qui, on le voit, est compliqué, incertain? Alors, je voudrais d'abord commencer à féliciter les gens que j'ai entendus à la tribune, le président, maire, parce que c'est très enthousiasmant. Ici, le département de l'Ain est extrêmement dynamique, comme l'a montré le président. Au budget, vous êtes remarquable, exemplaire. Moi qui suis un industriel depuis 40 ans, j'adore venir dans des territoires, dans des départements qui y croient, qui foncent, qui ont des entrepreneurs, qui ont gardé leur industrie et qui prouvent tous les jours avec l'industrie crée de l'emploi. Vous êtes descendu à 6% de chômage, c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de départements comme ça. Moi, je voudrais tous vous féliciter parce que c'est absolument génial et c'est un bravo collectif que je vous donne. Et je suis extrêmement heureux et fier d'être là ce soir avec vous pour ça, justement. Et d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir. Hein. Alors, au milieu de cette France, il y a le département de l'Ain. Mais je crois qu'il faut regarder ce qui marche en France et ce qui marche à l'extérieur de la France. Moi, j'ai un modèle qui est le modèle suisse, qui est formidable. Ils ont gardé 25% de leur industrie dans le PIB, ils ont 30% de dépenses publiques dans le PIB, ils ont 2,5% de chômage des jeunes et des emplois, ils ont de l'apprentissage, à 17 ans, 70% des gamins sont en apprentissage. Tout ça, c'est des modèles exceptionnels qui marchent. On est dans le pragmatisme total. Les Allemands sont à peu près pareils, avec quelques divergences actuellement sur l'Europe, mais ils ont gardé leur industrie, ils ont gardé leur entreprise patrimoniale. L'Autriche, pareil. La Suède et tous les pays scandinaves sont des social-démocraties qui ont compris la vertu de l'entreprise, de l'industrie, de l'innovation. Et parfois, je me dis, est-ce que nous, les Français, nous avons bien compris tout ça? Alors, ça commence à bouger quand même sur le rôle de l'entreprise. Vous avez écrit un livre, Le cœur et le courage, qui veut tout dire, Pierre. Alors, en fait, c'est mon combat depuis tout petit, quelque part. Enfin, mon père et mon oncle ont créé Radial, je suis rentré à 30 ans. Et en effet, j'ai vécu 4 crises avec Radial en 30 ans. Et les crises ont été souvent compliquées à manœuvrer, à gérer, pour un environnement social et fiscal extrêmement compliqué, extrêmement lourd. Ce qui m'a amené à une colère sourde, que j'ai toujours ce soir d'ailleurs, avec un optimisme formidable pour la France, mais sur des combats qu'il faut continuer de mener. Quand vous me posez la question où en est la France, oui, elle a été réformée, j'en suis très content. Le MEDEF que j'ai incarné est un MEDEF de combat pour la croissance et l'emploi. J'ai porté fièrement un pins 1 million d'emplois en disant à mes interlocuteurs, François Hollande en premier et les autres ministres, si vous faites telle réforme sociale, fiscale, de l'apprentissage et de la simplification, nous sommes capables de descendre de 10% à moins de 8%. Et Manuel Valls m'a écouté, le CICE a été mis en place, le pacte de responsabilité a été mis en place, Macron, la loi El Khomri ont commencé à simplifier un peu le code du travail. Puis les ordonnances pénicaux, Emmanuel Macron a introduit la flat tax, a commencé à baisser le taux d'IS. Donc moi j'étais extrêmement heureux de voir qu'enfin la France fait quelques réformes économiques qui vont dans le bon sens et qui a permis à nous tous de retrouver une confiance. Et ce que j'ai vu à Business Europe après le MEDEF, c'est l'image de la France qui a changé sur le plan économique. Déjà, on les a eu, les 1 million d'emplois. Alors, on a créé le 1 million d'emplois au bout de 5 ans, puisque j'ai annoncé ça en janvier 2014, et 5 ans après, en décembre 2019, chiffres INSEE à la pluie, qui ont été contestés d'ailleurs par pas mal de gens, de mes détracteurs. On a créé le 1 million d'emplois qui fait qu'on est passé de 10% à un peu moins de 8%, 7,5% aujourd'hui. Qui m'a fait écrire un livre il y a un an et demi, où on disait on a créé le 1 million, pourquoi pas en créer 2 de plus pour atteindre le plein emploi. Alors ma grande fierté secrète que j'ai, mais que je partage avec vous, c'est que j'ai envoyé ce petit livre, Le cœur et le courage, au président de la République, à Bruno Le Maire, à quelques ministres quand il est sorti. J'ai eu des petits mots de félicitations manuscrits, j'étais très content, et quelques semaines après, dans le discours du président de la République, on parle de l'objectif de plein emploi. J'étais très content, très flatté, parce qu'on peut y arriver. Parce que la France peut intrinsèquement y arriver quand on voit le haut budget, certains départements, des gens industriels, besogneux, tenaces, innovants comme vous le montrez, comme vous l'incarnez. Ce sont des modèles formidables et qui prouvent à notre classe politique, souvent ne connaissant pas l'entreprise,
parce que je les ai vus. Il y a le monde de l'administration, le monde de la politique, le monde des médias, et puis nous, on est le monde de l'entreprise qu'on ne comprend pas. La vraie vie, hein. Ouais, c'est ça. La vraie vie, et c'est pour ça qu'il faut continuer de diffuser, de faire des événements comme ça, de continuer de faire du prosélytisme industriel, entrepreneurial. Promenez-vous avec vos composants dans la poche. Montrez vos réalisations. Ça, c'est un petit connecteur radial. Alors, c'est ce que fait Radial. Racontez-nous ce que fait Radial, Pierre. Il faut sortir vos produits de vos poches, le montrer aux médias, aux députés. Celui-ci m'a sauvé 2 fois la vie. Il m'a sauvé 2 fois la vie. C'est un connecteur que j'ai conçu pour Boeing en 2000. J'ai subi une grave crise en 2000, c'est la crise télécom. Radial faisait 70% de son chiffre dans les télécoms. D'un seul coup, en 2001, moins 20%, en 2002, encore moins 20%, je serais moins 40%. Il a fallu se remuer pour se diversifier rapidement. Bon. Donc j'ai quand même investi dans la crise. On a développé un produit que Boeing voulait. On a mis 7 ans à le développer et à avoir des marchés. Bon. Pour avoir le retour sur investissement. Alors on est maintenant à 50% dans l'aéronautique, chez Boeing, chez Airbus. Et une petite histoire, j'ai eu une polémique sur une prime que j'ai eue, parce que de bons résultats Radial, quand on est président du MEDEF, tout est transparent. J'avais pris 75 000 € de prime pour une année exceptionnelle de Radial. Bon, ça a fait un scandale dans les médias. Bon, pas des millions, c'est 75 000 €. Bon. Et alors, monsieur Bourdin, en journaliste, m'appelle, me convoque, me dit il faut que vous expliquiez sur RTL, sur RMC, donc le lundi matin, j'arrive un quart d'heure à l'avance, et je sors mon connecteur 10 minutes avant l'interview, on prend un café ensemble, et je lui explique, vous savez, là, c'est quelque chose, on a quand même 5 usines en France, il y a 450 personnes qui ont travaillé là-dessus, il y a 15 brevets, toute l'excellence française, on fait du plastique, c'est du composite, on a des fournisseurs un peu partout en France, dont à Oyonnax, on fait vivre avec 450 usines, Château Renaud, en Indre-et-Loire, et puis il y a sans doute encore 500 personnes d'emploi indirect et encore 500 personnes induites. En gros, on est le plus gros employeur de Château Renaud, et ça c'est l'excellence française, on vend ça au monde entier. Il a été passionné par l'histoire. L'interview s'est passée merveilleusement bien, parce qu'il m'a vu avec une casquette d'entrepreneur. Et puis vous lui avez expliqué ce que font les entrepreneurs. C'est ça la vraie vie, et ça c'est exporté dans le monde entier. On est chez tous les avionneurs, alors c'est pas que ça. Et donc l'interview s'est passée merveilleusement bien à la fin. C'est quoi votre histoire de prix? Je me dis, voilà, c'est cette somme-là, le Radial a fait des résultats époustouflants. Bon, j'ai pas pris des millions, c'est 75 000 €. Du coup c'est devenu un nom. Et en fait, c'est très bien, c'est un non-sujet. Ah, il a validé. Question, Pierre Gattaz. Vous le disiez implicitement, croissance et environnement vont de pair. On a tendance, là on est dans éco-budget, quelle industrie demain on a tendance à les opposer. On se dit, bah oui, mais... Oui, alors, il faut reprendre la main sur les médias, sur beaucoup de choses, en montrant nos usines, en montrant nos salariés, en faisant parler nos collaborateurs. Et on parle de l'économie circulaire, et bravo pour ce thème, qui est un thème offensif. On a souvent été un peu en défensif sur l'écologie, alors que l'écologie maintenant devrait être une écologie libérale, industrielle. Et l'économie circulaire en est une. On jette moins, on gaspille moins, on fait attention aux économies d'eau, d'énergie, de gaz, d'électricité. C'est extrêmement vertueux. C'est extrêmement vertueux. Et en plus, nos salariés sont tous d'accord. Non seulement ils sont tous d'accord, mais nos jeunes salariés nous poussent à le faire. Donc je dirais que c'est un marché qui est demandé par nos salariés et demandé par nos jeunes collaborateurs, qui répond à un besoin de transition climatique énorme. Donc c'est un marché nouveau où les entreprises peuvent amener 80% des solutions. Moi je le dis toujours, quand j'entends des discours politiques insupportables sur toujours cadeaux aux entreprises, machin, les profiteurs, les parasites, etc. de certains, mais c'est à pleurer, c'est à pleurer. Et donc il faut continuer de se battre en disant, mais c'est nous qui avons les solutions. C'est nous qui avons les solutions aux énergies renouvelables, au gaz et à l'électricité, à toutes les énergies, à tous les matériaux qui polluent aujourd'hui. Et donc dans nos sociétés, et vous l'avez tout à fait démontré, et moi à Radial, je suis resté... ça fait quelques années que j'ai mis en place un programme qui s'appelle Green, où j'ai tous mes salariés qui participent de telle façon à trouver des idées pour changer des matériaux, pour améliorer les process, pour consommer moins, etc. Donc c'est un gros projet, c'est un projet d'entreprise qui nous permet, avec les scope 1, scope 2, scope 3, de mesurer, il faut mesurer les émissions de CO2 que vous faites et de mesurer des résultats et des améliorations. Donc je pense que sur l'économie circulaire, oui, franchement oui, il faut y aller, c'est un thème merveilleux qui permet en plus d'avoir de l'avance et quelque part de faire des économies. Parce qu'on ne dit jamais, mais
faire attention à notre papier, à notre électricité, à notre gaz, changer, faire des choses différemment, Changer de moins comportement. cher, mais quelque part ça fait des économies. Alors c'est aussi des investissements en face parce qu'en effet on ne change pas du cadmium, j'utilise beaucoup de cadmium pour des produits de connectique qui sont à la fois anticorrosifs et très bons conducteurs, c'est très compliqué, il faut que nos clients nous aident aussi, parce que nos clients, j'ai quelques négociations en cours, on parle beaucoup d'écologie chez eux dans la presse, machin, vous arrivez à une négo, c'est le prix, donc là il va y avoir un petit problème. Et c'est là où les fédérations, On voit dans la grande distribution aussi. c'est là où les filières, les fédérations, le MEDEF, la CPME, peuvent aider sur le fait, écoutez, on est dans un monde où c'est un peu compliqué, où il faut investir. Alors vous pouvez acheter de la saloperie au bout du monde, sans faire attention au CO2, au transport. Nous, on est vertueux. Et j'imagine que les salariés de nos clients sont vertueux aussi, que nos clients vont être aussi obligés à y aller. Et ça m'a terrorisé toute ma vie. Et donc, il faut aller au combat. Ça veut dire que les territoires ont du sens plus que jamais. Ça veut dire que les territoires ont un sens incroyable. On est encore très monarchique en France. Très top-down, il faut décentraliser. Le modèle suisse, c'est 3 niveaux de décentralisation. C'est pas 7 comme nous en France. L'Allemagne, c'est des Länder qui bossent. Il faut rendre la responsabilité au territoire, mais dans nos entreprises. Et on ne regarde pas assez nos entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du bottom-up. On fait de la qualité totale. On fait du lean management, on fait du Six Sigma, on est en mouvement permanent et on fait confiance à nos équipes tout le temps. Moi, je demande à mes ouvriers depuis... J'ai commencé en 95 avec Motorola, qui nous a appris le Six Sigma, puis Boeing nous a appris le lean management, pour baisser nos coûts. Le lean management, c'est vous demander à vos ouvriers, à vos ouvrières, qu'est-ce qu'on peut faire toute la journée pour améliorer votre poste de travail, pour améliorer le process, votre lumière, les flux, etc. Et au bout de 1 ou 2 ans, vous avez des gens beaucoup plus employables, beaucoup plus heureux parce qu'ils participent aux solutions. Et parce que moins de pénibilité aussi. Moins de pénibilité, un client heureux parce que les stocks ont été réduits, parce que les délais de livraison et les problèmes de qualité sont résolus, et une entreprise qui est plus rentable. Intéressant de voir qu'en traitant bien le client interne, c'est-à-dire le salarié, le client externe va être encore mieux. J'ai poussé cette idée très saugrenue auprès de François Hollande, Michel Sapin, Marcel Touraine, quand j'étais au MEDEF, en disant mais faites de la RH et du management moderne dans l'administration, dans la fonction publique. Aujourd'hui, il y a un article formidable du GIE. Mais ça me paraît tellement évident, que pour régler les problèmes d'hôpital, les problèmes de justice, les problèmes de police, les problèmes de santé, les problèmes d'administration, dont on parle tout le temps, avec des gens de plus en plus malheureux en tant que fonctionnaires. Nous, on a inversé le truc. Eux, ils sont en top-down encore. Vous avez des gens formidablement éduqués, très intelligents, qui arrivent, toujours très pyramidal. Et alors que nous, on a inversé. On est en bottom-up. C'est la clé du succès. Et je pense que le bottom-up en France, c'est ça qu'il faut faire. C'est redonner la parole, l'initiative. Alors, on ne sait pas si c'est région ou département, je n'ai pas tranché sur le débat, là c'est à voir, c'est à regarder, mais en tout cas, on a la parole au terrain qui fait remonter les bonnes idées. Exactement, et faire confiance aux gens qui sont sur le terrain, ça me paraît tellement important, évident, et prendre l'exemple de nos entreprises, du fonctionnement de management d'entreprise, pour baisser nos 60% de dépenses publiques du PIB à une normalité autour de 50% d'engagement. Alors tout ça n'est pas rémunéré, on fait ça vraiment pour des convictions profondes, mais c'est passionnant, on apprend des tas de choses. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que ce que j'y disais sur la complexité du code du travail français, ou sur la fiscalité élevée, sur les charges sociales et patronales qui font qu'un salaire de 100 € en France se transforme en 200 € pour l'entrepreneur, tout ça, ce sont des réalités cruelles que les autres pays n'ont pas, ou ont moins. Et donc, tout ce que j'ai dit pendant le MEDEF, que j'ai appris avec Radial, mes partenaires, mes fournisseurs sur le terrain, et que j'ai exprimé pendant 5 ans sur les ondes, ont trouvé une amplification supplémentaire avec ce que j'ai vu de l'Europe, et notamment dans le dialogue social, qui est fondamental dans nos entreprises. Parler à nos salariés, les encourager, les manager, les sécuriser, leur montrer le chemin, c'est du management. Le dialogue social, c'est ça, c'est d'expliquer aussi des situations, et que c'est vrai que parfois nos partenaires sociaux, comme on dit, sont parfois un peu excessifs, comme vous le savez tous, bloquent avant de faire la moindre négociation, alors que dans la plupart des pays européens, c'est la culture du dialogue, de la confiance. J'ai posé la question à un grand syndicaliste allemand, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui était patron du IG Metall à l'époque, et à la fin d'une interview très intéressante, j'ai dit « Mais monsieur le syndicaliste, quel est votre mot d'ordre ?» Et il m'a dit « competitiveness ».
competitiveness, la compétitivité. Et oui, c'est normal, c'est important, pour embaucher, pour augmenter nos salaires, pour prendre des apprentis, pour que l'outil de travail continue, il faut qu'elle soit compétitive. Et là, je suis resté quoi? Je me suis dit, c'est quand même formidable d'avoir un syndicaliste de Ligue Métal. Alors, parfois ils sont en grève, parfois actuellement l'Allemagne, c'est pas très simple, ils revendiquent des salaires importants. Mais si vous voulez, la normalité, c'est on discute, Le mindset, on négocie, le mode de raisonnement. sur l'entreprise qui est, je dirais, l'élément fondamental. Après la famille, c'est la cellule humaine la plus importante, c'est là où on crée la richesse, que l'exprimait très très bien le président du département tout à l'heure. Et même les Chinois ont compris ça. Deng Xiaoping, vous citiez ISO, enrichissez-vous, mais Deng Xiaoping l'a dit en 98, enrichissez-vous, créez vos 178. Créer vos entreprises, innover, etc. Ils ont inventé l'économie socialiste de marché. Bon, alors là, ça change un peu, et les droits de l'homme, je suis d'accord, c'est quand même bafoué, et actuellement, c'est quelque chose, retour vers le passé, très fortement. Il y a quelque chose qui vous anime, vous êtes toujours avec de nouveaux projets, c'est les fameux 3P. Et ça nous va bien, nous qui ici promouvons toute une économie de demain, et c'est sur le développement durable, sur l'humain et la prospérité. Oui, j'ai même envie de créer un think tank, j'y réfléchis, autour des 3P. Les 3P, c'est quoi? C'est quand je suis arrivé à Business Europe, je me suis dit, il faut une petite philosophie, et les 3P, c'est Prosperity, People, Planet. En expliquant que le premier P est fondamental pour avoir, le premier P de Prosperity économique est important pour avoir la prospérité et le bien-être des hommes, et la prospérité et le bien-être de la planète. Si vous n'avez pas la première prospérité, vous n'offrez rien. Et je crois que ça, c'est un discours politique, c'est juste la base de la base, qui n'est pas encore totalement acquise en France, mais qui est fondamentale. Donc n'esquintez pas votre tissu industriel, n'esquintez pas votre tissu économique, protégez-le, motivez les gens, de telle façon à ce qu'on développe du bien-être, du bonheur aux gens, comme on le voit quand même dans d'autres pays, nos voisins, quand on voit tout l'interland allemand qui a fait vivre tous les Roumains, les Polonais, les Bulgares, qui sont aussi à 2, 3, 4, 5% de chômage, qui ont changé de niveau de vie, qui ont un PIB par habitant qui a explosé. Nous, depuis 2000, les 35 heures, sans les citer, on est déjà presque plat. Dans la table ronde que j'animais jusqu'alors, tout à l'heure, on parlait beaucoup de donner du sens. Les jeunes générations veulent avoir un impact. Votre regard par rapport à tout ça, par rapport à la personne humaine, et je sais que vous avez nommé un responsable de la sustainability, du développement durable. Votre regard par rapport au croisement entre l'humain et la planète, justement? Oui, je pense que depuis le Covid, on a nos salariés, nos collaborateurs ou des Français ont vécu de nouveau en famille, plus ou moins bien, mais souvent bien, à ne plus travailler pendant quelques semaines, quelques mois, en étant payé. Et je crois que ça permet, et pourquoi pas, de réfléchir sur sa vie, sur ce qu'on veut faire de sa vie. Et donc ça a disrupté un petit peu, je dirais, le rapport au travail de pas mal de gens, de jeunes. Et c'est là où il faut que nous comprenions ce mouvement. Ça fait partie des transitions qu'il faut générer, qu'il faut régler, il ne faut pas avoir peur de ça. Un chef d'entreprise, de toute façon, il va d'échec en échec avec optimisme, comme disait Churchill, et de crise en crise, et toujours avec optimisme, et en ayant du succès à la fin. Donc il faut intégrer ce paramètre que nos salariés, nos jeunes, veulent peut-être une vie un peu différente après le Covid, sont sans doute stressés par l'inflation, et c'est normal, veulent pas forcément un patron ou un métier. Alors à nous d'être très sexy, d'être encore plus attractifs, et je dirais même que si nous allons au plein emploi, ce que je souhaite fondamentalement pour la France, on sera de plus en plus dans un rapport de force inversé. Inversé, pourquoi? Parce que nos salariés, comme en Angleterre, comme dans les pays au plein emploi, pourront dire demain matin je vous quitte et je vais en face. Et c'est ça qu'il faut. Donc il faut qu'on soit de plus en plus attractif, avec des raisons d'être qui tiennent la route. Raison d'être, c'est pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vais travailler à Radial. Et chez Radial, vous faites quoi? Vous faites quoi pour la planète? Vous faites quoi pour le CO2? Vous faites quoi pour rendre les avions plus vertueux? On essaye de bosser là-dessus, donc plus légers, etc. Donc tout ça, on a défini une raison d'être avec nos collaborateurs qui se résume par Create Connectivity That Matters, créer la connexion qui compte. Alors qui compte pourquoi? Qui compte pour les hommes, qui compte pour l'humanité, qui compte pour la planète.
Et derrière ces 3 mots ou ces 4 mots, eh bien, on décline des plans d'action, des réunions, et c'est encore du bottom-up. Mes salariés à Radial ont défini des valeurs aussi il y a quelques années. Ils ont défini, on les a fait bosser sur un plan Radial 2025. Donc on les implique vraiment dans la profondeur de Radial et de la raison d'être. Je ne dis pas que c'est génial, je ne dis pas qu'on réussit à tous les coups. C'est de la vraie co-construction, là, hein, mais c'est des salariés. Oui, exactement. Alors on pilote, on fait pas n'importe quoi, il y a des outils pour faire ça, mais je pense que c'est important parce qu'ils sont impliqués dans le projet Radial. On ne peut pas tout accepter non plus. Certains voulaient qu'on sorte complètement du marché militaire, vous voyez, il y a 3 ans. Ça, c'est les jeunes aussi. On ne fait plus de défense, plus de Gattaz, hein, d'accord. On va voir la raison d'être, des piliers forts, des valeurs que vous promouvez, l'innovation, l'intégration des communautés locales, la protection de la planète, le grandir ensemble aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. J'aimerais qu'on parle de y croire. Mais, oui, si vous voulez, un bon manager, alors là encore, on vit de succès et d'échecs à Radial quand je suis arrivé, et pendant 10 ans, j'ai perpétué la promotion du meilleur vendeur en tant que manager, du meilleur ingénieur en tant que manager, du meilleur ouvrier en tant que chef d'îlot. Erreur fondamentale. Erreur fondamentale. Et donc je me suis aperçu que j'ai eu une énorme grève sur les 35 heures en 2000, avant l'énorme crise. 3 semaines de grève, ça a été horrible. J'ai fait faire un audit RH de Radial. Et cet audit m'a montré que mes managers ne descendaient pas les flux d'informations stratégiques de la direction et ne remontaient pas les signaux faibles parce qu'ils étaient mauvais managers. Ils n'avaient pas appris, Donc, Yvan Lévin qui nous parlait tout à l'heure de la transparence nécessaire. Donc j'ai fait une formation à ces managers, il y en a peut-être 70%, 50-60% qui ont réussi à apprendre les bases du management. Il faut aimer ses salariés, il faut aimer les gens qui ont été touchés qu'on manage par le chômage des jeunes, le chômage des quartiers. Donc j'ai aidé Moussa Camara, que vous connaissez peut-être, qui est un jeune d'origine malienne, qui est venu me voir au MEDEF en 2013. Donc j'aimerais qu'on forme à l'entrepreneuriat des jeunes de quartier. Je suis de Cergy-Pontoise, j'ai dit c'est formidable, je vous ouvre les portes du MEDEF, les salles de réunion, le réseau, et Moussa Camara est devenu une star, d'ailleurs je l'ai vu sur une publicité de la BNP hier soir. Donc Moussa m'amenait des jeunes de quartier qu'il formait grâce au soutien du MEDEF. Et sociologiquement c'est très intéressant, ce sont des gens défensifs, des jeunes un peu défensifs, sachant pas très bien s'exprimer, et quelques heures, quelques jours, quelques semaines après, ils ont un sourire énorme, ils défendent leur projet d'entreprise sur scène comme ça, devant 400 personnes. Vous en pleurez, tellement c'est beau. Et quand je suis parti du MEDEF, j'ai dit écoute Moussa, ça y est, t'es parti, bon, je vais faire ça dans la ruralité. Et là, j'ai croisé Xavier Bertrand, qui m'a dit Pierre, viens vite, je suis Maubeuge, Fourmi. J'ai 30% de chômage, je ne sais pas où c'était Fourmi, une petite localité forte dans les Ardennes, près de la frontière. Il y a l'Aisne, il y a Lens, et un degré de pauvreté important, parce que des niveaux de chômage très importants, désindustrialisation terrible. Donc je suis parti avec mon sac à dos, et nous avons créé Y Croire, qui permet de former des gens cassés par la vie, des chômeurs longue durée souvent des femmes divorcées, 3 enfants, qui ne bougent pas. Quand on est à Fourmi, on ne bouge pas, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. Donc on ne fait même pas 20 km pour aller plus loin. Et donc on les aide par leur petit projet de vie. J'aimerais être coiffeuse, j'aimerais être manucure, j'aimerais être tatoueur, j'aimerais avoir un bar tabac. On les tire par ce projet-là. Et là, les yeux commencent à briller, le sourire commence à s'esquisser, on les forme 3 jours et 3 semaines. Et ils ne vont pas tous devenir entrepreneurs, mais ils vont se retrouver employables. On les fait parler entre eux, on les fait parler sur scène, on leur fait regarder franchement. Et en fait, ils peuvent aller se représenter devant un patron à l'heure, propre, avec voilà. Et on leur donne des conseils, ils sont en réseau et on a des résultats. Vous cassez le syndrome de l'imposteur ou de l'autocensure, hein, en disant mais je peux y arriver. En fait, c'est un sas de décompression entre des gens seuls, de plus en plus seuls, de plus en plus en colère, qui deviennent gilets jaunes, qui votent très mal, parce que seuls, parce que aigris, parce qu'ils ont tout tenté, ils n'y arrivent pas, et on leur redonne un espoir, une estime de même. En ouvrant un point d'arc. Qui veut peut-être nos acteurs de l'économie du territoire, qui voudrait poser une question à Pierre Gattaz ou réagir à ce qu'il a dit? Il y a un point qui vous intéresse. Ah oui, on va vous tendre un micro. Donc merci évidemment pour votre enthousiasme, c'est agréable, surtout dans la période actuelle.
Et justement, vu que moi je suis plutôt pragmatique, je me demandais, est-ce que vous auriez une opinion sur ce qui se passe actuellement d'un point de vue électricité et l'avenir que ça peut avoir sur notre industrie, parce que le changement va être un peu brutal. Et en termes d'adaptation, est-ce qu'on aura les moyens de s'adapter dans le 1, 2, 3 ans qui viennent, alors qu'on risque de manquer un peu d'énergie pour faire tourner nos usines? Alors, c'est une très bonne question, c'est la préoccupation numéro 1 de tout le monde, des industriels, de moi sur ma radiale et sur le domaine de ça. Parce qu'on a tous une facture d'électricité en tête qu'on dépense, qui correspond à des résultats et à la croissance. Cette facture, elle peut monter à x5, x10, on ne sait pas. Énorme incertitude. S'il y avait un point à retenir, et je l'ai dit ce matin sur BFM à 7h45 d'ailleurs, c'est l'énorme angoisse des chefs d'entreprise sur le prix de l'énergie et du gaz, il faut le dire. Je remercie Madame sous-préfète, mais j'ai essayé de lire les propositions, j'ai rien compris. En fait, je trouve ça très compliqué. Je trouve ça extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Vous voyez, sur mon domaine de Sannes, un vignoble, comme beaucoup de vignobles, j'ai moins de 9 personnes, j'ai moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, je fais plus de 35 000 watts, 35 AVA. À 35 AVA, vous êtes plafonné. Au-dessus, il faut attendre un prix délirant de plancher à 385. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le prix 2019 de 35 euros par kilowatt et les 350 de plancher? Là, si vous voulez, ça fait x10. Donc, le plancher, moi, je meurs. Et je pense que beaucoup d'entreprises dans la salle risquent de mourir aussi. Donc je pense que je ne suis pas du tout demandeur de tendre le bol auprès du gouvernement. Vous le savez, je suis toujours dans la croissance autofinancée et chacun son rôle. Mais sur des coûts pareils qu'on subit, avec les risques que ça peut avoir sur les entreprises, c'est dramatique. Moi, sur Radial, j'ai 700 000 euros par an d'électricité. Si ça fait x10, ça fait 7 millions. Ça me bouffe 2 à 3 points d'exploitation, comme ça. Donc c'est très très dur. Donc là, je pousse solennellement de nouveau une alerte auprès du gouvernement pour essayer de voir si on peut améliorer encore le système, surtout le rendre compréhensible, parce qu'il y a trop de tiroirs. Si vous avez un EBITDA au-dessus, en dessous, l'âge du capitaine, ça me rappelle, souvenez-vous, le problème des pigeons sur les flat tax. Quand les pigeons ont hurlé en disant il y a une imposition, une fiscalité épouvantable sur les valeurs ajoutées, François Hollande avait fait un truc de 80 pages, incompréhensible, commencé à mettre un peu les points sur les i. Disons clause de revoyure en 2020. Clause de revoyure. Vous savez, dans nos boîtes, on a le PDCA, que vous connaissez tous, Plan, Do, Check, Act. On planifie, on met l'objectif, on fait, on exécute, on do, check, on contrôle, et clause de revoyure, acte. On regarde si ça marche bien. Donc moi, j'aime beaucoup d'abord la clause de revoyure en 2026, et deuxièmement, d'expliquer qu'il ne faut pas être plus naïf que tout le monde. Vous avez parfaitement raison. Les Chinois vont continuer de faire du thermique, les Américains vont continuer de faire du thermique, le monde entier va continuer de faire du thermique. Alors c'est peut-être pas bien pour l'environnement, mais on ne va pas être les seuls, je dirais, de nouveau, à se pénaliser, à perdre 700 000 emplois en Europe, etc., etc. Alors, bon, on surmonte des défis, ce défi est important. Après, il faut mettre des objectifs réalistes et ambitieux mais réalistes, et le faire avec les parties prenantes. Moi, je crois que cet objectif nous a été imposé en top-down. C'est une méthode, c'est pas la meilleure méthode pour moi. Dans nos boîtes, on discute, on regarde. S'il y a des problèmes de crise, on en parle aux salariés. Je pense que c'est important qu'il y ait des échappatoires ou des ajustements de cet objectif qui me paraît très péremptoire. Et nos politiques sont à l'écoute là-dessus? Parce que nos politiques sont-ils à l'écoute? Oui, le problème aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si... encore une fois, j'ai bien aimé Thierry Breton, parce que c'est une voix intéressante, il vient de l'entreprise, et ce qu'il a dit me paraissait tout à fait pertinent, en protégeant justement l'industrie automobile par rapport à cet objectif qui est totalement... qui peut paraître complètement déraisonnable, parce qu'il y aura encore un marché de la voiture thermique dans le monde, de toute façon. Alors qu'on essaie bien sûr de faire tout pour réduire les échappements, les émissions de gaz à effet de serre, etc., y compris sur le thermique, oui, parce qu'on a un problème à régler par ailleurs. Mais 2035, plus de voitures vendues thermiques en Europe, comme ça, là, boum, non. Enfin, je trouve que c'est... Voilà. Donc il y a sans doute, j'espère qu'il y a une discussion qui se perd, que Thierry Breton a déclenché un sujet vertueux au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Je suis alternante dans une entreprise qui m'a offert cette chance. Je voulais savoir, vous
faisiez une comparaison par rapport à la Suisse qui propose beaucoup d'alternance. Est-ce que vous pensez que les entreprises françaises sont prêtes à accepter ce mode-là pour les recherches? C'est extrêmement compliqué pour tous les alternants. Et après même avoir trouvé une entreprise, dans chaque promotion, il y a toujours des changements d'entreprise en cours parce que finalement, le tuteur n'est pas capable de s'occuper de cet alternant dignement. Moi, je suis très optimiste sur le sujet. Pourquoi? Parce que on a passé des années un peu compliquées en France. On a parlé de cette désindustrialisation, ces marges très faibles. On a vécu quelques années ou quelques décennies compliquées, avec des chefs d'entreprise sous pression. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la confiance qui est revenue depuis quelques années quand même, la croissance qui est revenue, parce que malgré tout il y a de la croissance, on a des inquiétudes sur l'énergie, les apprentis qui reviennent, qui sont 700 000, je crois que l'alternance va devenir de plus en plus à la mode. Moi je le vois au sein de Radial, on en prenait peu, on en prend de plus en plus. C'est des moyens de tester des gens, de former des jeunes, et je crois que c'est un mode très important. Alors, il y a peut-être encore des loupés, tout le monde n'est peut-être pas, je dirais, outillé pour le faire, mais moi je suis très optimiste sur ce parcours-là et cette façon-là. Je crois même que c'est la meilleure avec l'apprentissage, l'alternance, et je vois dans les ingénieurs qu'on recrute, les ingénieurs en alternance sont sans doute un peu plus performants, pas forcément scientifiquement ou technologiquement, mais dans l'intégration de la communauté humaine de l'entreprise. Ils ont été alternants une semaine, et ils connaissent le corps social de l'entreprise, ils savent parler à des ouvriers, etc. Lorsque vous avez un bac plus 5 qui débouche, qui n'a jamais vu une entreprise ou un ouvrier de sa vie, bon, tant que je suis diplômé, tu m'emmerdes pas. Dans l'un et dans le budget. Écoutez, je sais pas, c'est très attractif comme département et comme région, donc voilà, si on doit faire un peu plus de plastique dans le futur, oui, c'est l'endroit où il faut être, hein, donc je ne sais pas, mais pourquoi pas. Pierre Gattaz, merci encore. Merci à vous tous et à vous tous d'être avec nous. Demain, évidemment, à partir de 9h, on se retrouve pour la suite de Éco-Budget, ce bel événement. Alors, je vais vous donner